Bah c'est parti, ça y est, c'est parti. Mais, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je ne connais pas grand monde ici, donc j'habite à Bordeaux depuis quelques années. J'ai eu l'idée de créer cette conférence, cette présentation suite à l'UDT où j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui présentaient des choses. Je me suis dit que j'avais des choses à présenter aussi, puisque je suis bénévole dans la protection animale et militante, etc. depuis 2013. J'investis énormément de mon temps libre, de mon énergie, de mon moral et d'un tas de choses que c'est parfois pas évident dans la cause. Mon conjoint on sait quelque chose, vous pouvez lui en parler, c'est pas toujours simple. Mais je me suis dit qu'il fallait que je sois effectivement dans la pédagogie et que j'explique un certain nombre de choses, tout comme moi, on me les a apprises, on me les a expliquées. Puisque quand j'ai commencé en 2013, je suis rentrée à la SPA en tant que bénévole et je voulais juste m'occuper des chiens, des chats et rien de plus. Et j'ai rencontré dans ce refuge-là à Gennevilliers, dans le 92, des jeunes femmes essentiellement qui m'ont, si vous voulez, expliqué un certain nombre de choses que j'ignorais, qu'on m'avait jamais appris, que mes parents m'avaient pas appris, que je n'avais jamais su. Et j'ai mis finalement, au début j'avais le doigt dans la SPA et finalement le corps entier est parti quand j'ai été aspirée par tout ce qui se passait en réalité dans la cause animale. Donc, ce que je vous propose de faire, moi, c'est vous donner des pistes de réflexion, des pistes d'action. Donc, au début, on va commencer, on en a parlé un peu à table tout à l'heure, par des constats. Donc, j'ai essayé de ne pas mettre d'images trop choquantes, il n'y a pas de vidéos qui font peur avec des hurlements, du sang, etc. Et malgré tout, il me semble important de dresser un constat des choses, parce que sans constat, on se dit, bah, ok, ça va, c'est bon, il y a un peu des abandons, il y a un peu des morts, bon, ça va. Mais quand on ne se rend pas vraiment compte de tout ce qu'on fait subir aux animaux, c'est malgré tout difficile de décider de, bah, tiens, je vais agir, je vais essayer de faire ceci, cela. Donc si c'est trop dur pour vous, ben, j'en suis navrée, j'ai essayé de faire quelque chose qui reflète la réalité sans pour autant être trop violent. Ben c'est dur, là on voit un homme coincé sous une... Ouais, ça commence déjà. Donc voilà, donc c'est une partie qui dure un petit temps et après on passe sur du positif, sur comment on peut agir et comment on peut transformer toute cette tristesse, ou etc. en action ou en modification de comportement ou d'achat ou que sais-je. J'ajoute que là-bas, donc il y a tout un tas de prospectus, il y a aussi 2 revues de presse, donc je vous invite à vous servir, alors pas sur les revues de presse que je garde, mais sur les autres fascicules, servez-vous, c'est là pour vous, j'ai tout en transporté en valise aujourd'hui, donc ça sera moins lourd au retour. Alors, c'est parti. Alors, le long de la présentation sera émaillé de citations, je vous laisse lire à votre rythme. Voilà, il y a beaucoup de citations anciennes, j'ai envie de dire, parce qu'on entend parfois chez certains détracteurs, oui, mais c'est la mode, la cause animale, c'est la mode, l'alimentation un petit peu différente, végétarienne, etc. On va voir que c'est pas le cas et qu'il y a des anciens qui avaient déjà, dont les voix s'élevaient déjà sur cette cause-là. Donc j'ai eu à cœur de vous montrer ça. Alors c'est parti, il y a 6 slides, je vais essayer de faire assez vite pour pas être trop dans le misérabilisme, mais il faut quand même qu'on passe par là. C'est parti. Alors, il y a les fermes à fourrure. Déjà, donc, il faut savoir qu'on voit beaucoup dans la rue des manteaux avec de la fourrure, donc c'est de l'ornement, ça n'a pas vocation à tenir chaud dans l'histoire de la mode au niveau des capuches. Donc ce sont des choses où il faut savoir que sur 180 animaux qui sont tués, il y a à peu près 42 seulement qui servent à la fourrure, le reste est traité comme du vulgaire déchet. Donc il y a beaucoup d'animaux tués et élevés dans des conditions déplorables les uns sur les autres pour de l'ornement. Donc là, on parle plus, encore une fois, de la fourrure. À l'époque, on avait très froid, il fallait qu'on se couvre. Vous remarquerez dans la rue toutes les capuches qui servent à rien d'autre qu'à faire joli. J'avance, j'essaie d'avoir un rythme assez rapide. Le parcage des truies, donc ça, c'est lorsque les cochons, les femelles, les truies mettent bas pour pas qu'elles risquent d'écraser leurs petits dans un système qui est quand même concentrationnaire. On les bloque dans des... Je confonds toujours, c'est stalles, c'est ça ? Stalles, de cette manière-là. Donc, bon, il faut savoir que les truies, les cochons, on a coutume de les mépriser, de les manger, etc. Mais il faut savoir que l'intelligence d'un cochon est équivalente à l'intelligence d'un enfant de 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Donc, ils font partie des animaux intelligents. Donc, on les méprise beaucoup, mais... Voilà, ils comprennent les choses, ils sont capables de jouer comme certains enfants, vous savez, à prendre les petits cubes et les mettre dans les carrés, les ronds, les mettre dans les ronds, vous savez, les jeux qu'on fait avec le bois, avec les enfants, ils sont capables de le faire. La chasse aux trophées, donc là, ça se voit beaucoup en Afrique, donc les gens payent, je crois que c'est à peu près 90 000 €, l'équivalent de 90 000 € pour aller tuer des animaux et puis ensuite se prendre en photo avec, donc ça fait aussi partie des choses qu'on voit. Alors vous me direz, bah, c'est pas en France, mais n'empêche que ça existe aussi. On a l'isolement des veaux dès leur naissance. Donc là, je donne toujours un exemple parce que j'étais moi-même, j'ai vécu en Alsace un moment et on vivait en face d'une ferme et on entendait fréquemment des vaches qui on dit meugler ou beugler
Meugler. Et je demande, ma mère savait pas non plus ce que c'était, etc. Avec le temps, on sait ce que c'est. En réalité, il y avait les vaches et puis à côté, il y avait le petit. Moi, je jouais avec le petit, je le caressais, il tirait la langue, etc. Et je comprenais pas, je trouvais ça très mignon. Avec le recul, j'ai compris qu'on les retirait dès la naissance pour pouvoir prendre le lait de la maman pour faire nos yaourts, notre lait et notre fromage. Donc, on retire les bébés à leur maman afin qu'on puisse nous piquer le lait qui est pas destiné en fait à nous, mais qui est destiné aux petits. C'est des mammifères, c'est comme nous, on fait un petit, il y a du lait, c'est pour nourrir le petit. Hein. Donc ça, c'est des choses que j'ignorais, que j'ai apprises. Donc c'est pour ça qu'on parlait de modestie tout à l'heure et de tolérance. Moi, je savais pas tout ça. Je l'ai appris petit à petit. On m'a jamais expliqué. Donc c'est ce que j'essaie de faire autour de moi, parce que si on le sait pas, on peut pas avoir des modifications de comportement. On sait juste pas. Et mes parents, qui pourtant sont des gens éduqués, et pas idiots, mais je m'ont jamais expliqué ça, et je pense qu'ils le savaient pas plus que ça. Ils y pensaient même pas, quoi. Voilà, donc quand même. Alors ça, c'est intéressant aussi, les corridas, on connaît tous, mais saviez-vous qu'il existait des écoles taurines, et en France, il y en a 4. Donc on apprend aux enfants à se faire la main, littéralement, sur des veaux, qui souvent ne demandent qu'à jouer ou à être câlinés, et on leur apprend à tuer comme ça. Donc on pourra débattre là aussi longtemps de l'impact que ça a sur des enfants, hein, d'apprendre la mort comme ça sur des êtres innocents. Bon, je pense pas que ce soit hyper bon, mais ça c'est pas mon sujet, et c'est pas mon domaine de compétence, mais voilà, ça existe chez nous en France et on n'en parle pas beaucoup. Ça c'est normal, c'est la tradition. La tradition, la fameuse tradition, c'est vrai. Alors le gazage des cochons, ça dure à peu près 4 à 5 minutes avant qu'ils meurent vraiment, dans de grosses souffrances. Donc toutes ces choses-là, vous voyez, vous pouvez les trouver en ligne. Alors attention aux sensibilités, hein, mais tout ça, vous trouvez toutes les vidéos dont je parle là, vous trouvez tout en ligne pour vous faire votre propre idée. J'ai pas voulu vous les montrer parce que c'est très très dur, mais tout ça c'est aussi grâce au travail formidable de L214, dont il y a des fascicules. On peut leur reprocher des tas de trucs, mais enfin en attendant, s'ils nous avaient pas ouvert les yeux sur tout ce qui se passait, la plupart du temps ça aurait été caché et on n'aurait pas trop su, parce que c'est quand même bien camouflé tout ça. Bon, la terreur en abattoir, c'est pareil, on en entend certains qui nous disent oui, mais ils se rendent pas compte qu'ils vont mourir, ils sont idiots, ils se comprennent pas. Si, quand ils sentent le sang des autres et puis qu'ils voient les autres hurler et avoir peur et ils sentent la terreur, ils ont très très peur aussi. Donc faut aussi déconstruire tous ces discours qui consistent à faire passer les animaux pour dénués de sensibilité, etc., et qui se rendent pas compte qu'ils vont mourir. Vous voyez les vidéos, vous comprenez très bien qu'ils sentent ce qui va leur arriver. Les delphinariums, donc ça c'est pareil, donc on sait que ce sont des animaux qui ont besoin, donc les dauphins, les orques, etc., de parcourir des centaines de kilomètres par jour, et on sait qu'ils sont dans des bassins bien trop petits pour eux. Donc ça, on en parlera après, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui sont passées en France, enfin, pour légiférer là-dessus, mais enfin, jusqu'à le mois dernier, tout ça c'était encore tout à fait toléré en France. Il y a des avancées dans d'autres pays, chez nous c'est un peu plus long, on va voir ça après. Il n'y a pas que la taille des bassins, mais aussi le contenu de l'eau qui est chloré. Oui. Oui, sans compter ce qu'on leur demande de faire, qui n'est pas naturel du tout. Bon. Alors le gavage, donc voilà, c'est peut-être l'image un peu dure celle-ci. Donc et encore, j'ai pris la plus soft. Donc là, parce qu'on peut presque imaginer que délicatement, il enfonce ce tube dans la gorge de l'animal. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Hein, c'est enfoncé brutalement parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont des cadences aussi. Hein, les éleveurs, on le sait. Hein, donc souvent, c'est arraché. Ça, le bec est cassé. L'œsophage est déchiré. Enfin, c'est d'atroces souffrances. Après, je vous passe le fait qu'on fait gonfler le foie pour qu'il soit malade, hein, et qu'il devienne énorme. Le foie est beaucoup plus petit normalement. Hein, ce qui est ensuite récupéré, c'est un foie malade. Même pour la santé, c'est quand même pas terrible. Et donc le gavage, il faut voir les animaux qui se terrent dans un coin en attendant que le bonhomme arrive avec son tube. C'est à voir, c'est terrible. Donc ce sont aussi des choses qu'on fait chez nous. Alors ça c'est quand on va en Thaïlande, si vous y allez ou ailleurs, les éléphants, moi j'ai des amis, hein, qui vont faire des balades d'éléphants quand ils partent en voyage. C'est pas naturel qu'un éléphant accepte un humain sur son dos, donc forcément il faut lui apprendre, et on lui apprend pas gentiment avec des cacahuètes ou je ne sais quoi. Donc c'est des coups d'encus, donc ce sont des crochets, et puis ils sont tapés, c'est d'une brutalité innommable. Donc cette image est relativement parlante, et au bout d'un moment ils ont tellement peur de l'humain, ils font ce qu'on leur demande. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas l'éléphant quand vous partez en voyage. Lâcher de gibier, ça on en a parlé tout à l'heure. Hein, c'est simplement se dire, tiens, on va élever des animaux, et puis ensuite on va les lâcher dans un enclos. Les animaux ayant l'habitude des humains, ils n'ont pas peur, ils restent dans l'enclos, puis de toute façon c'est grillagé, donc ils ne peuvent pas partir bien loin. Et puis ils se collent au grillage, et puis ils n'ont pas d'échappatoire, et puis ils se font tirer comme ça, dézinguer à bout portant par des chasseurs qui les ont élevés. Et ça, on ne nous le dit pas non plus quand on nous parle de régulation, mais c'est une réalité. Hein. Il y a plein de vidéos, tout ça est documenté aussi. Hein. Sur Internet, vous trouvez sans problème. Bon,
l'angora et la fourrure, c'est assez lié évidemment, mais enfin tout ça c'est la même méthode. Il faut les voir les vidéos pour se rendre compte de l'horreur que c'est. On leur arrache pas la peau délicatement après les avoir anesthésiés gentiment. C'est fait souvent dans de grosses brutalités. On les endort plus ou moins facilement. C'est assez lourd à voir. Donc voilà. La chasse à courre. Donc la chasse à courre, je parlerai même pas de la chasse à proprement parler parce que ça a déjà été beaucoup évoqué et puis franchement il y a tellement de choses à voir que je veux pas passer 1h30 sur du négatif. Mais la chasse à courre, c'est une des pratiques qui est la plus décriée aujourd'hui et je pense que c'est une de celles qui finira par sauter le plus tôt. Parce que ça c'est vraiment un loisir pour ces gens-là qui est décrié et qui est vraiment, alors je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment la meute de chiens qui souvent est affamée d'ailleurs, hein, parce que les chiens de chasseurs, il faut voir comment ils sont traités. Hein. On en reparlera après parce que je suis enquêtrice pour la SPA et donc on intervient beaucoup sur des chiens lourdement maltraités par les chasseurs. Ils poursuivent l'animal jusqu'à épuisement de l'animal. Donc, ça s'appelle de la vénerie aussi. Et c'est souvent des aristocrates ou des gens bien nés, etc., qui se réclament d'une tradition également. La fameuse tradition. Donc, et ça c'est particulièrement cruel parce que c'est pas une balle et terminé. Bon, ça on peut en discuter. Moi, je suis pas pour non plus. Mais là, il y a vraiment épuisement de l'animal, quoi. Il faut voir aussi ça. Donc, il y a des gens notamment une association qui s'appelle je crois que c'est AVA, contre la vénerie, etc., qui se bat contre eux et qui fait du bruit dans les forêts pour prévenir les animaux. Il faut voir comment ces gens-là sont extrêmement agressifs avec des militants qui essaient de défendre les animaux. Ils sont extrêmement violents, agressifs et menaçants. Donc voilà, l'extrémisme ne vient pas toujours de là où on le croit. Alors ensuite, il y a ça aussi c'est caché. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'animaux vivants qui sont transportés d'un pays à un autre. On n'en voit pas seulement sous cellophane des animaux découpés et préalablement tués. Il existe aussi donc beaucoup des longs transports routiers maritimes d'animaux et qui n'ont ni eau ni nourriture pour salir le moins possible. Donc ces animaux-là, ils meurent beaucoup pendant le transport et notamment L214 et d'autres associations filment tout ça et essayent de donner à boire à ces animaux et tout, mais c'est bien sûr lourdement réprimé et interdit et voilà. Mais c'est des choses qu'on nous cache, mais c'est extrêmement cruel ça aussi. On les sent passer. On les sent passer. Quand ça passe, ça reste pendant 5 minutes l'odeur aussi. Ils sont passés, ouais. On a eu un accident dans la Vienne il y a 2 ans, un camion comme ça qui s'est renversé dans un parquet et il a fallu abattre ceux qui avaient survécu. Mais ça, on ne sait pas. Moi, je vous donne vraiment ce que moi j'ai appris. J'ai raté plein de choses, je vous mets qu'une synthèse, mais c'est important d'avoir une idée de l'ampleur de ce qu'on leur fait subir. Bon, le cirque, ça c'est plus à expliquer, mais c'est vrai que c'est pas naturel pour un éléphant de se mettre sur un tabouret. Donc ça, on leur apprend de la même manière qu'on leur apprend à prendre des humains sur le dos. Donc c'est fait avec de la violence. Alors ça, c'est une vidéo que je vous pousse à voir pour vous faire votre opinion et votre propre compréhension de la chose. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de cris, c'est juste à vous briser le cœur. Cette vidéo-là, donc cette photo est extraite d'une vidéo où on voit un fermier qui retire les veaux à la femelle, donc pour pouvoir ensuite bien prendre le lait et puis faire les yaourts, les fromages, etc. Et en fait, la femelle, la mère, elle court après le camion en mode mais c'est mes petits, tu me les embarques. Et c'est terrible. Il y en a plein des vidéos comme ça. Donc c'est pareil, on nous les cache, tout va bien, le lait c'est pour les humains. Non, le lait c'est parce qu'on a fécondé la femelle, elle fait des petits, puis quand elle accouche, quand elle met bas, on lui retire les petits, et le lait qui est censé être utilisé pour les petits, on l'utilise pour les humains. Donc il faut réfléchir à comment tout ça c'est créé. Faut y penser déjà. Donc on fait naître des petits êtres pour ensuite nous permettre d'avoir des yaourts et du fromage. Bon, les chiens à l'attache, j'en parle parce qu'en tant qu'enquêtrice SPA, je tenais à en parler. Vous savez qu'en France, il y a une réglementation qui explique que la chaîne, vous pouvez laisser toute sa vie un animal, un chien, à l'attache. C'est autorisé si la chaîne fait 3 mètres. Bon, il a l'air épanoui. Donc on intervient beaucoup sur ce genre d'enquête à la SPA. Et 3 mètres, c'est souvent pas respecté. C'est souvent 1 mètre, 1 mètre 50. Et parfois, on en a vu qui n'arrivent même pas à s'asseoir tellement que la chaîne est courte. Ni à ça manger. Donc ça c'est pareil, moi je vous invite, on en parlera tout à l'heure, si vous voyez ce genre de choses, dites-vous 3 mètres, bon, essayez de jauger un peu, si c'est pas 3 mètres, vous avez le droit de le signaler à des associations, etc., parce que nous on se déplace. Voilà. Bon, massacre des phoques au Canada, c'est pareil, c'est toujours autorisé encore, sur les petits bien sûr, parce qu'ils se déplacent moins vite que les autres. Je vous ai mis une image soft, mais bien sûr la réalité est un peu moins douce.
Bon, la Fermabile, c'est intéressant aussi. Donc là, il s'agit de Chinois qui, pour les médicaments ancestraux, enfin les médicaments traditionnels, encore la tradition, vont extraire de l'animal, donc sa bile. Donc l'animal est enfermé dans des cages comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive, afin de pouvoir lui retirer la bile. Bon, les galgos en Espagne, c'est pareil. Alors là, la tradition veut que le chasseur, s'il est déshonoré par les galgos, donc les lévriers, parce qu'ils n'ont pas été bons chasseurs, parce qu'ils sont trop lents, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont de mauvais chasseurs, comme ils ont déshonoré le chasseur, on les punit, et donc on les punit pas seulement d'un coup de fusil dans la tête, parce que ça c'est un peu trop sympa, donc on va ou les pendre, les semi-pendre, donc c'est-à-dire la mort s'ensuit pas sous quelques minutes, mais c'est très très long, parce qu'ils peuvent encore se tenir sur les pattes comme ça, donc ça dure 2 heures et des heures, ou alors on les brûle vivants. Voilà, donc il y a beaucoup d'associations qui existent et qui récupèrent ces animaux-là pour les faire venir en France, etc., et les faire adopter. Donc si vous voyez dans la rue des gens avec des galgos, des lévriers, moi avant je ne me faisais rien, maintenant je comprends et je me dis, bah tiens, ils sont sûrement passés par une asso, et c'est des animaux qui sont souvent rescapés de l'horreur. Donc ce sont de belles assos à défendre aussi, à soutenir si ça vous parle plus que le reste. On en parlait à table tout à l'heure, les pièges à glu. Alors ça a été un aller-retour entre le gouvernement français et puis l'Europe, enfin l'Union européenne, enfin l'instance précise, je l'ai plus de tête comme ça, mais effectivement, donc je pense pour des raisons électoralistes, le gouvernement a dit non mais si vous pouvez recommencer. L'Union européenne a dit mais non c'est interdit, vous arrêtez ça. Et Emmanuel Macron a redit là il y a 3 semaines, un mois, non mais si vous pouvez le refaire. L'Union européenne a de nouveau dit non mais c'est interdit, vous le faites pas quoi. Donc alors ça pose plusieurs problèmes. Déjà il y a le problème de la cruauté parce que ça dure très longtemps avant qu'il meure l'animal. Vous en doutez bien. L'autre problème que ça pose, c'est que les animaux ne trient pas lesquels vont aller se mettre sur une branche engluée. Donc dedans, il y a des espèces menacées. Et c'est interdit. Et là, Emmanuel Macron récemment a dit mais allez-y, vous pouvez le faire. C'est dramatique. Il y a dedans les animaux qui sont vraiment en train de s'éteindre. Et c'est encore autorisé. Et puis c'est complètement lâche. C'est comme ça. Ouf. Moi, s'il était chasseur, il attrape des bestioles comme ça. Il n'y a aucune gloire à attraper un animal comme ça. On parle plus de régulation. Quel est l'intérêt de piéger des oiseaux? Je ne sais pas. Certainement qu'il y en a qui doivent leur manger peut-être leurs fruits, ou alors peut-être qu'il y en a qui sont comestibles dedans. Honnêtement, je ne saurais vous dire, mais voilà, c'est... Oui, les branches, ouais. Ils utilisent pour les attraper, c'est pour attraper d'autres oiseaux. Ouais, et dedans, il y a de la perte parce qu'il y en a qui sont menacés, quoi. Je poursuis. Bon, les abandons sauvages et en refuge, donc ça, évidemment, on en voit beaucoup à la SPA, vous le savez, tout le monde est sensibilisé là-dessus, donc je ne vais pas y passer longtemps, mais on a beaucoup de gens qui ne stérilisent pas leurs animaux et on intervient, nous, derrière, parce qu'il y a des abandons massifs, au mieux en refuge, chez nous, mais quand on n'est pas complet. Ou carrément on les largue en nature en disant oh, le chat il se débrouillera, mais le chat domestique il se débrouille pas, non il se débrouille pas, il chope du coryza, il devient malade et il finit par mourir. Il faut les voir les chats errants, ils s'en sortent pas quand ils ont l'habitude d'être chez nous dans la maison avec des croquettes et tout, ils s'en sortent pas. Donc voilà, encore un petit peu puis c'est fini. Un petit complément là sur les abandons, il y a un vrai problème de société, enfin les collectivités voudraient agir. Simplement, au niveau du ramassage de ces animaux, au niveau de la stérilisation, il faut déjà qu'il y ait de la place en SPA, il n'y en a plus. Et les chats, nous on a voulu par exemple contractualiser avec 30 millions d'amis, qui a des contrats, des conventions spécifiques pour stériliser et les remettre. En fait, le but, c'est de les prendre, les stériliser et les remettre. Aujourd'hui, il y a plus... Les chats libres, oui, enfin voilà. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent aujourd'hui, 30 millions d'amis proposent des conventions, mais ne peuvent pas les assumer. Donc aujourd'hui, on contacte 30 millions d'amis pour conventionner, ils nous disent non, on est complet. Et aujourd'hui, ce n'est pas que les collectivités veulent pas, mais on est submergé. Le problème, c'est qu'en faisant comme ça, tu agis sur les effets, tu n'agis pas sur la cause. Oui, mais aujourd'hui, ce qu'on a, nous, c'est partout où il y a des déchets, à l'arrière des intermarchés et autres, tu as de plus en plus d'animaux comme ça qui traînent. Il faut les au moins les stériliser. Au moins tu coupes. Oui, mais tu coupes. La bonne question à se poser, c'est de savoir pourquoi ces animaux sont là. Et de agir en amont pour que justement ces animaux ne soient pas là. Non, mais c'est ça, c'est l'abandon sauvage. C'est comme ça. Voilà, c'est ça. Mais
Donc en gros, il faut mettre des réglementations, il faut éduquer les gens, moi je suis favorable au passeport de détection de chien pour tout le monde. Je suis d'accord pour que quelqu'un qui a la prétention d'avoir un animal chez lui reçoive une formation même minimale, etc. Il y a des pays qui le proposent, on va parler tout de suite. Oui, c'est ça, On y est bientôt, on y est bientôt. Alors là, j'ai fait quelque chose un peu en vrac parce que je me suis dit que ça suffisait. Donc on a aussi les fers à sang, donc ça il faut savoir que ce sont les juments, notamment en Argentine, en Uruguay, etc. Donc il y a un médicament pareil, ancestral, on estime que ça aide sur je ne sais quoi. Donc les juments sont pareils, hein, voilà, merci. On les insémine et puis donc du coup elles ont des petits. Comme elles ont des petits, on va chercher dans je ne sais quel liquide, etc. de quoi faire ce médicament. Donc elles sont maigrissimes, elles sont en énorme souffrance et elles font grossesse sur grossesse jusqu'à ce qu'elles meurent d'épuisement en fait. Donc pour faire des médicaments dont l'efficacité est encore à discuter, mais pareil, il faut les voir, ces choses-là, on les cache. Quand on met le nez dedans, qu'on voit les vidéos, on se dit mais c'est pas possible. En fait, partout il y a de l'horreur quoi. C'est bon, les trafics d'animaux, vous savez que le trafic d'animaux c'est le troisième trafic après les armes et puis la drogue. Donc pareil, donc les animaleries en font un petit peu le lit aussi. Donc là on est content, la loi qui est passée permet de réguler un peu ça, mais enfin les animaleries beaucoup décidément, se fournissent dans les pays de l'Est où il y a énormément de trafic. Donc on a des KGB des fois, hein, nous on a déjà vu des KGB vraiment avec des chiennes qui sont dans des états monstrueux et qui sont juste bonnes à se reproduire sans cesse et qui sont absolument pas soignées. Puis quand elles ont fini d'être épuisées de faire petit sur petit, elles meurent et puis c'est très bien comme ça et ça fait de l'argent. Donc c'est pareil, ça on le devine pas trop, mais c'est le troisième trafic. Hein. Alors l'abattage rituel, que ce soit kasher, que ce soit halal, il n'y a pas d'étourdissement avant. Chez nous, alors on peut critiquer, effectivement, chez nous, en tout cas dans les abattoirs qui ne sont pas rituels, il est censé y avoir un étourdissement avant, donc un énorme coup, ou alors une sorte de petit pistolet qui étourdit l'animal le temps qu'on le saigne. Dans le kasher et le halal, ce n'est pas le cas. Et du coup, alors là, il a bien le temps de sentir l'animal qui se vide de son sang. Et alors là, les souffrances durent entre 4 et 7 minutes. Donc là c'est pareil. Alors, ils ne le reconnaissent pas toujours. Moi, j'ai une amie juive à qui je parle de ça et elle me dit non, pas du tout. Non, bah, les rabbins accepteraient jamais des trucs pareils. En fait, si. Bon. Donc ça faut le savoir. L'abattage des vaches gestantes, pareil, le 214 a permis de rendre ça visible. Donc l'abattoir, on leur ouvre le ventre, sauf que dedans il y a un veau qui est bien formé hein, et qui tombe au sol. Enfin, ce sont des images qui sont quand même marquantes et on se dit ah oui quand même, quand même. L'huile de palme, donc effectivement, donc là c'est pareil. Alors là on parle aussi d'environnement, mais de toute façon ce sont des thèmes qui sont quand même assez proches. Donc, à force de déforester pour justement pouvoir mettre en place de l'agriculture pour faire pousser du soja, pas le soja que nous mangeons, mais le soja qui va permettre de nourrir les bêtes d'élevage. Mais du coup, pendant ce temps-là, il y a plus de domaine vivable pour ces animaux-là, enfin leur lieu de vie. Et donc du coup, on sait très bien, les orang-outans sont menacés par le fait que les riches, les pays riches, etc., consomment beaucoup d'animaux. Tout ça, c'est lié. En fait. Donc, quand on veut sauver les orang-outans, une des façons, c'est aussi de voir l'impact qu'on a, nous, sur notre consommation. Tout est lié, tu le disais tout à l'heure, et c'est vrai, et même aussi loin que ça, nous, on a quand même un petit impact. Et là, on peut tous agir, là. C'est-à-dire, on sait quels sont les produits qui sont à base. Sans compter les on sait quels sont les produits, on peut déjà sensibiliser les collectivités. Alors, pour le coup, Farid et moi, on l'a fait. On a fait arrêter dans une école de servir du Nutella à 4 heures. Voilà, c'est tout simple, hein, mais voilà. Ça, c'est des petits gestes, on peut tous le faire, ça. Oui, effectivement, ouais. Puis il y a ça, évidemment, la première chose sur le paquet, vous voyez bien écrit, je ne parle même pas de ça parce que ça, vous le savez tous, mais oui, effectivement. Et puis, bon, alors les défenses en Afrique, c'est pareil, hein, tout ce qui est braconnage, ça, vous êtes aussi au courant. Le massacre des globicéphales aux îles Féroé, alors ça, pareil, il faut le voir pour le croire, on se dit, mais est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Chaque année, vous avez un rituel initiatique pour les jeunes hommes. Donc, vers 15 ans, quelque chose comme ça, on estime que pour qu'ils passent vraiment hommes, on leur demande de massacrer littéralement tous les globicéphales. Donc, ce sont des dauphins avec des grosses têtes comme ça, qui sont dans la baie. Donc, sauf qu'avant, c'était vraiment un rituel initiatique à l'époque parce qu'ils allaient avec leurs petits bateaux les rabattre et ensuite ils les abattaient. Sauf que maintenant, ils utilisent des bateaux à moteur. Et donc, du coup, c'est ça. Et donc, du coup, il n'y a plus rien de naturel. Le bruit, ça perturbe complètement les dauphins qui finissent par ensuite être tous ramenés au même endroit. Et là, ils sont massacrés. Donc, la mer n'est plus bleue ou grise ou je ne sais quoi. C'est rouge.
Et on voit, ils ont ce risque-là, et ils les massacrent à coups de couteau, etc. Et on se dit, mais c'est pas possible. Non, c'est tout à fait ça, tous les ans. Hein. Et c'est toléré. Hein. Alors nous c'est pareil, hein, pour la pêche, oui, il y a des dauphins qui sont pris dedans, il y a des tas d'animaux dedans qui ne sont pas désirés, mais qui sont du coup tués par la même occasion. On parlera tout à l'heure des crevettes, c'est pareil, pour 500 grammes de crevettes, il y a des kilos et des kilos et des kilos d'animaux marins qui sont tués, parce que c'est des dommages collatéraux, quoi. C'est pareil, on en parlera après. Bon, la vivisection. Saviez-vous qu'il y avait des élevages de Golden Retriever et de Labrador pour les expériences, pour les médicaments, etc. Saviez-vous que les beagles, qui sont les animaux les plus doux, les plus cool, c'est pour ça qu'on les prend pour les expérimentations, mais ils ont aussi une façon de hurler qui est très très sonore. Du coup, comme ils veulent pouvoir les torturer, hein, sans être non plus embêtés par le bruit, on leur coupe les cordes vocales. Bon, ça c'est pareil. Hein. Et puis tout le reste. Donc, mais ça, vous avez une idée de ce que c'est quand même la vivisection. Alors on va me dire, oui, mais bon, il faut quand même qu'on teste les médicaments avant de les tester sur les humains. Mais il y a d'autres méthodes, en fait, c'est toujours pareil. Il y a les cellules souches, qui sont d'ailleurs beaucoup plus... qui donnent un meilleur résultat dans la mesure où nous ne sommes pas des rats de 60 kilos, quoi. Donc, ce qui va fonctionner chez un rat ou au contraire pas fonctionner, c'est pas pour ça que ça va pas fonctionner chez l'homme. De la même manière, on a remarqué que même chez les humains, les tests qui sont parfois menés juste sur les hommes, les hommes de sexe masculin, des fois ça fonctionne pas sur les femmes, les femelles et les femmes, parce que le fonctionnement est pas tout à fait identique. Et donc, imaginez-vous bien, quand on teste sur des rats ou des souris, il y a quand même des chances que des fois ça marche pas bien chez nous. Donc, les cellules souches sont bien plus efficaces, les tests. Sauf que ça coûte des sous, et puis il faut des politiques gouvernementales qui poussent dans cette direction. Mais il faut une politique volontariste pour aller dans cette direction. Mais comme c'est pas le cas, on garde les anciennes méthodes qui sont source d'énormes souffrances. Mais d'autres méthodes alternatives existent, et il y a plein d'associations qui en parlent. Ça existe, mais pas développé, quoi. Alors ça c'est pareil, hein, les courses de chevaux, vous savez, hein, dès qu'ils sont plus efficaces, dès qu'ils courent pas assez vite, dès qu'ils se sont tordus la cheville ou quoi, les animaux, boum, c'est abattoir. Donc, quelque part, quand on est dans le mode de cause animale, de protection animale, on n'est pas fan des courses de chevaux. On ne voit pas le rapport tout de suite, mais le rapport, il est là. C'est juste que les animaux, c'est vraiment juste ils sont là pour rapporter de l'argent, puis dès que c'est plus le cas, boum, ça part à l'abattoir. Il y a des associations qui existent pour récupérer ces animaux. D'ailleurs, la SPA a créé le Grand Refuge il y a 3-4 ans, pas plus. Avant, ça n'existait pas. Avant, c'était que chiens, chats, etc. Et le Grand Refuge dans l'Orne, donc dans le 61, a ouvert il y a quelques années et récupère tous ces animaux-là, donc poneys, chevaux, etc., pour les faire adopter. Ça marche, mais il est déjà complet, le refuge. Bon, ça c'est pareil, pour faire des soupes dans certains pays, donc les ailerons de requin sont très appréciés, sauf que du coup ils les prennent, ils coupent juste l'aileron et hop, ils les refoutent à la mer, donc ils meurent dans de grosses souffrances, voilà. Bon, les os, c'est pareil, on va parler de conservation aussi, certains vont dire ah oui mais on les conserve, oui mais il faut voir dans quelles conditions ils sont détenus. Est-ce qu'on peut vraiment parler de qu'est-ce qui vaut mieux, garder en captivité ou laisser dans l'environnement naturel? Ça, c'est une question philosophique sur laquelle je ne trancherai pas, chacun se fait son opinion, mais en tout cas, il y a quand même différents niveaux de zoos. On a des zoos qui sont plus, on va dire, respectueux d'un peu l'habitat naturel des animaux, et il y en a où on se rend bien compte que là, il y a un vrai problème de cohérence entre l'habitat nécessaire et l'habitat qui est proposé. Donc ça, je vous laisse à chacun vous faire votre opinion. Mais... Moi, je reste partagé, mais sur des espèces qui sont en voie de disparition, s'il reste que ça, en Afrique, il y a des parcs où c'est les gardiens qui se font massacrer. Je veux dire, voilà, ils sont à l'abri nulle part. Hein. S'ils ont le malheur d'avoir une corne. La vénerie sous terre, alors j'en ai pas parlé, celle-ci elle est particulièrement atroce pour moi, ça c'est une des pires choses que j'ai pu voir, les vidéos que j'ai pu voir, je les ai pas regardées longtemps d'ailleurs. Donc là c'est vraiment donc, des groupes d'hommes, avec des gamins qui doivent avoir 7-8 ans, qui vont aller déterrer donc, dans leur tanière, alors ça c'est d'une cruauté, ils vont aller déterrer les petits blaireaux, les bébés renardeaux, les renards, ils vont aller creuser, ils vont les récupérer et avec l'aide d'une pince, ils les étranglent jusqu'à ce qu'ils meurent. Et ça devant des gosses de 7-8 ans, et les bonhommes ils disent alors à leur gamin, vas-y fais-le, ça te fait grandir et tout. Donc, il faut les voir aussi tous ces trucs-là, hein, vénerie sous terre. Donc chasse, déterrée quoi. On les laisse même pas tranquilles dans leur terrier. Et là, pour revenir sur la vénerie, on parle des renards. Non mais quel est l'intérêt? Tu parlais des loups. Oui, mais tu parlais des loups qui, quand ils n'ont plus assez à manger, changent de territoire. Les renards est la seule espèce qui s'autorégule en termes de reproduction,
Ça veut dire que s'il n'y a pas assez de nourriture sur le territoire, ils arrêtent de faire des petits. Oui. Ils ne font des petits qu'en fonction de la quantité de nourriture qu'il y a sur le territoire. Donc la chasse du renard en elle-même n'a pas de sens si on fait de la régulation. Parce qu'il se régule tout seul. 1 million Non mais, par faut an. le dire. Non mais, 1 million par an, à peu près. voilà. Par Non an. mais, attends, à un moment c'est la science quoi. Ça, ce serait bon de le rappeler. Bon alors ça c'est pareil, ça viennent de décider d'arrêter ça, mais enfin moi jusqu'à une date récente je me battais encore avec à coups de pétition, à coups de manif ou quoi sur ce genre de sujet. Vous savez que les porcs, les cochons, ils s'ennuient tellement dans l'élevage intensif les uns sur les autres, sans dos, parce que ce sont des animaux qui ont besoin de fouiller la terre, qui ont besoin, etc. Et on les met sur des caillebotis. Donc ils sont pas dans un environnement qui est leur environnement, qui leur permet de se développer naturellement et de façon épanouie, on va dire. Donc ils s'ennuient, puis comme ils sont pas bêtes, bah, ils se font chier, enfin voilà, ils s'ennuient beaucoup. Du coup, bah, ils se mangent la queue entre eux. Donc ce qu'on a fait, c'est pour pas qu'ils se mangent la queue entre eux, on va leur enlever direct. Hein. Donc dès qu'ils naissent, clac, on leur coupe la queue, donc ils hurlent, les bébés, enfin les porcelets. Et il y en a qui trouvent encore moyen de dire ouais mais c'est des réflexes, ils souffrent pas. Souffrent pas, on les entend. Bon. Donc ils sont extraordinaires, hein, les contradicteurs qui vous disent qu'ils ressentent rien et que ce sont juste des gestes réflexes. La castration à vif c'est pareil, hein, donc au niveau du goût, apparemment la viande donc est pas la même quand il y a des hormones liées à la castration ou pas. Donc du coup pareil, hein, donc on leur coupe la queue, on leur coupe les testicules et sans aucune anesthésie ni rien. Donc vous imaginez la douleur d'un bébé qui vient de naître. C'est pareil, hein, ça on nous le cache, personne ne le sait pas, je le savais pas non plus, mais c'est tout le temps en France hein, et partout ailleurs. On parlera du livre après, c'est un monsieur qui est très très bien et je dis souvent que j'ai offert ce livre à mon ex-beau-père à un Noël, c'est un monsieur qui était musulman, enfin, et je lui ai offert ce livre-là en me disant bon on sait jamais, et 6 mois plus tard il m'a réécrit et il m'a dit j'ai lu ce livre Honorine, je mange plus de viande, alors qu'en plus rien l'obligeait de me réécrire puisque j'étais plus avec son fils, donc il n'y avait aucune raison de faire la démarche voilà, et il m'a réécrit pour me dire j'ai lu ce livre et c'est fini, je mange plus de viande, donc je suis toujours un peu émue quand je vois ce monsieur et puis ce bouquin parce que ça marche quoi. Enfin, il y a des gens qui prennent conscience juste parce qu'ils ne savaient pas, juste parce qu'on ne sait pas. Alors les avancées maintenant, un petit peu de positif. C'est parti. Alors qu'est-ce qui bouge à l'étranger? Un peu plus vite que chez nous, faut l'admettre, enfin, dans certains pays. Donc ça, c'est la carte donc, au niveau de la fourrure. Donc vous voyez où est-ce que c'est interdit et où est-ce que c'est pas interdit encore. Alors ça vient de changer le mois dernier en France, on verra ça après. La carte est un peu plus vieille que le mois dernier, je suis navrée. Mais vous voyez qu'on fait partie des derniers pays, derniers bastions à encore l'autoriser. Et foie gras. Donc là c'est fourrure et là c'est gavage. Foie gras, producteur de foie gras et gavage. Donc vous voyez, pareil, hein, on met encore un peu de temps, nous, la tradition, le bien manger, bon, enfin, voilà. Ensuite, c'est intéressant de voir que, justement, on en parlait, donc en Belgique, depuis 2019, il faut un permis pour détenir un animal. Et en Wallonie, ils ont créé le ministère dédié au bien-être animal. Donc vous voyez, ça progresse chez eux. Un animal, chien, chat, cochon d'Inde. Animaux domestiques. Animaux domestiques. Ouais. Janvier 2019, pareil, la Californie a interdit le foie gras et la vente d'animaux issus des élevages en animalerie. Les balades à dos d'éléphants sont interdites au Cambodge. Aux États-Unis, ils ont fait le lien, donc le FBI a fait le lien entre la maltraitance animale et la maltraitance humaine qui finissait par arriver peu de temps après. Ils ont vraiment fait le lien, ils se sont rendus compte que souvent les grands criminels avaient commencé à se faire la main sur les animaux. Donc le FBI, c'est pas précisé, mais en fait c'est le FBI, a vraiment un gros contrôle là-dessus et c'est désormais passible de prison. Depuis le Covid, la Chine a interdit le commerce et la consommation d'animaux sauvages. Dans certaines contrées, à la campagne, ça continuera probablement d'exister, mais enfin en attendant, il y a au moins il y a un discours un peu officiel. C'est toujours mieux que rien. J'ai pas parlé de Yulin, hein, mais le festival de Yulin, c'est pareil. Hein, une fois par an, ils consomment de la viande de chiens et de chats, donc ils vont voler aussi un peu partout. Donc votre animal domestique disparaît. Et puis ensuite, ils les battent à mort parce qu'ils estiment que pour l'érection masculine, la viande d'un chien qui a souffert le martyre avant de mourir est meilleure. Donc il faut les voir aussi, ces trucs-là, donc ils les battent à mort, hein, enfin, c'est incroyable. La Grande-Bretagne, avec un G majuscule, interdit les fermes à chiots, donc ça c'est fini, donc c'est ce que je vous disais, hein, les KGB avec les femelles qui passent leur vie à faire des petits.
Quand on nous rétorque que la corrida c'est la tradition et que dans les pays dont c'est issu, ou quasiment c'est toujours le cas, c'est faux. Bogota a interdit en juin 2020 la corrida et en Catalogne, ainsi qu'Uruguay, Cuba, Argentine, Chili, les corridas sont interdites, les corridas avec mise à mort. Hein. Donc vous voyez, on peut aussi interdire nous, la tradition peut évoluer quoi, c'est pas interdit. De tradition, couper la tête des gens, on a arrêté. Oui, ou l'excision, enfin il y a des tas de trucs qui sont des traditions, pour autant c'est pas forcément toujours hyper éthique. Donc la tradition, on me dit ça, moi ça me parle pas, ça me fait un peu sourire. Bon, alors Liège a augmenté, nous c'est 750 € en cas de maltraitance, cruauté sur animaux, on peut aller jusqu'à 10 000 à Liège. Bon, il faut savoir qu'en France, selon les zones dans lesquelles vous vivez, la tolérance des procureurs envers la maltraitance animale n'est pas la même. À Paris, les procureurs sont bien plus sensibilisés à la question et beaucoup plus sévères. Dans le sud-ouest, moi je vis que depuis 5 ans dans le sud-ouest, donc voilà, je découvre les procureurs, on sent que, alors, ou ils sont pas sensibilisés, ou ils en ont rien à faire, ou ils ont d'autres chats à fouetter, mais ils nous classent sans suite absolument toutes les plaintes qu'on leur dépose, même quand il y a une énorme cruauté. C'est difficile à avaler quand vous faites toute l'étape de l'enquête et du dépôt de plainte, mais il faut le savoir. Il y a beau avoir des lois, il faut encore que les procureurs les fassent appliquer, et franchement... Par exemple, ouais. Ouais, mais c'est terrible, hein. C'est terrible. Quand vous faites tout, puis on va sans suite. Sans suite, il y a tout ce qu'il faut. Ok. Quel est le seuil quand tu parles de cruauté? C'est une amende, c'est à partir, c'est quoi? C'est un coup? C'est quoi le seuil qui fait que tu peux être sanctionnable? Oh, bah déjà, il faut les preuves, hein. De toute façon, c'est pareil. Hein. Enfin... C'est quoi qui est sanctionnable? C'est le fait de frapper? C'est le fait de ne pas lui donner à manger? Non, parce qu'il y a des atteintes, c'est les natures d'infraction en fonction, non, ne pas donner à manger, c'est manque de soins, défaut de soins. La cruauté, c'est vraiment faire du mal dans l'optique de faire souffrir, quoi. Donc, et après tout ça, c'est tout ça, on s'entend avec les... Enfin, il faut voir, quand on dépose des plaintes, on a des policiers qui sont à notre écoute, ceux qui ne le sont pas, ceux qui vous arrangent des fois en modifiant un peu les procès-verbaux pour être sûr que le procureur le prenne plus en charge. Il y a tout ce qu'on ne nous dit pas aussi et qui font que nos plaintes sont plus ou moins prises et donc que les natures d'infraction, les NATINF, sont modifiées, c'est compliqué, nous on essaie de déposer plainte envers les policiers qu'on sait étant acquis un peu à la cause, parce que quand on tombe sur quelqu'un qui en a rien à faire, il note à moitié, on tombe sur des gens qui clairement n'ont pas envie de jouer le jeu. Mais de plus en plus se développent des policiers municipaux et nationaux qui sont sensibilisés à la question et que ça touche et qui vont dans ce sens-là. Mais eux tout seuls ils peuvent rien sans les procureurs. Les Pays-Bas ont voté la fermeture des élevages en 2020, l'Allemagne interdit les stalles de gestation, donc comme on a vu tout à l'heure, l'Allemagne l'a interdit à un peu plus d'1 an maintenant. L'exportation d'animaux vivants, vous vous souvenez quand je vous montrais les transports, la Nouvelle-Zélande l'a interdit parce qu'ils se sont rendus compte de l'immense souffrance des animaux. Israël a été le tout premier pays à interdire la vente de fourrure. Le Parlement européen s'est engagé à mettre fin à l'élevage en cage, poules, cailles, truies, veaux, d'ici 2027. Et la chasse au loup, donc l'Espagne a interdit la chasse au loup sur l'ensemble de son territoire tout récemment. Voilà comment ça progresse, ça avance. Maintenant en France, alors New York a interdit la commercialisation de foie gras à partir de 2022, mais ça je me demande si on ne l'a pas vu avant. Ah, c'est Californie, ok. Voilà, en France, qu'est-ce qui bouge? Alors en 2015, on a enfin reconnu dans le Code civil que l'animal était un être doué de sensibilité et non plus un bien meuble. Alors, ça j'aime bien en parler parce que tout à l'heure vous vous souviendrez de ça, je vous en parlerai dans les actions qu'on peut mener sans même bouger de chez soi. Ça, on l'a obtenu avec les militants et les sympathisants L214, etc., tout simplement en écrivant des tas de mails. Vous connaissez le name and shame? Le name and shame, ça vaut même pour les entreprises, pour la discrimination homme-femme, enfin ça vaut pour en fait tous les sujets. C'est juste, on fait pas de mal, on hurle pas, simplement on dit, toi, ce que tu fais, c'est pas bien. Et en fait, comme c'est montré au niveau des médias et que tout le monde en parle, ils ont tellement honte et ils veulent tellement avoir une belle image qu'ils font le nécessaire pour plus qu'on les nomme et qu'on leur foute la honte. Name and shame. Donc, et là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dès qu'il y avait des marques qui faisaient des gâteaux ou qui faisaient des produits avec des œufs en batterie, eh bien, il y a tout un réseau de militants et de sympathisants qui ont écrit des tonnes de mails et qui ont inondé les boîtes mail de ces entreprises-là, qui se sont retrouvées inondées, qui ont eu aussi une couverture médiatique qui allait dans le sens de... Ça va? Qui allait dans le sens de ça. Et du coup, pour avoir une bonne image et continuer à vendre leurs produits, ils se sont dit, bon, on va faire ce qu'il faut, on va arrêter l'élevage en batterie, on va faire de l'élevage
en plein air. Donc ils le font pas forcément par conviction et par éthique, mais ils le font pour le business. Et donc ça marche bien ça. Et donc du coup, je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on appelle les actions express. Donc c'est juste derrière votre PC, vous pouvez faire bouger les choses. Donc on m'a déjà dit par le passé, ouais mais ça sert à rien les pétitions, etc. Non, c'est pas vrai, parce que quand on est nombreux et que les médias s'en emparent et qu'ils commencent à dire ouais bah Saint-Michel ou les marques qu'on connaît, Lu et compagnie, ouais, etc. Oh là 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 là, le business, l'argent, hop, attention, on fait ce qu'il faut et on s'engage et c'est suivi parce que derrière les assos veillent au grain. Donc ça marche bien. C'est comme ça qu'on a obtenu ça. Alors, vu que l'État, jusqu'à une date récente, n'avait pas légiféré sur les cirques, eh bien les communes prenaient l'initiative. Donc on dit non mais chez moi, pas de cirque avec animaux sauvages. Et de plus en plus, ça s'est développé. Ça fait, je dirais, 4-5 ans qu'on le voit de plus en plus. Alors ça c'est intéressant aussi parce que le parti animaliste, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parti qui a émergé sans trop d'argent, sans couverture médiatique, sans rien, et qui aux élections européennes a fait le même score que le parti communiste, sans aucune com, sans argent, sans rien. Et voilà, pour information, pour les élections présidentielles là, de 2022, pour la première fois, le parti animaliste a une candidate. Voilà, donc ça évolue, ça bouge aussi chez nous, quoi. Ça n'avait pas été interdit des cirques avec animaux sauvages? Bah là, il y a un mois, on en parle dans le slide suivant. Ouais, ça vient de passer. Mais non, jusqu'à là, le mois dernier, c'était pas interdit, non. C'est à l'échelle nationale? Non. C'est les communes qui décidaient. Et là, ça vient de sortir. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la castration à vif des porcelets. Ça y est, en 2022, c'est censé être arrêté. Mais on a compris quand même que c'était un peu barbare. Alors, le fameux référendum d'initiative partagée, donc c'est une initiative de messieurs connus et qui ont les moyens et qui du coup ont une couverture pareil, médiatique importante, des associations dont L214. Ils ont lancé un référendum d'initiative partagée pour obtenir des signatures qui vont permettre de dire au gouvernement, regardez, il y a un certain nombre de gens qui s'intéressent au sujet et qui veulent que ça bouge. Je me suis renseignée sur les avancées récentes. Rien. Donc, c'était il y a un an. Ouais. C'était il y a un an et c'est tombé. Alors, est-ce que je pense qu'à partir de là, il y a eu justement ce qui est passé le mois dernier, qu'on va voir tout de suite, mais bon, c'est un peu lettre morte. Ça a eu le mérite de secouer un peu tout le monde et de montrer que les Français, beaucoup soutiennent toutes ces actions-là, mais c'est vrai que le temps que ça remonte et que le temps que là-haut ils s'en rendent compte, il y a toujours un énorme décalage. Voilà. Ah voilà. Donc tout à l'heure, je vous parlais, vous savez, la GLU. Donc c'est bien la Commission européenne qui a ordonné à la France de mettre terme à ces pratiques-là. Donc pareil, hein, sachez que les oies, durant la migration, c'est interdit, mais ils le faisaient quand même. Les espèces menacées, pas de problème, on le fait quand même. La GLU, on le fait quand même. Et la Commission européenne a dit non, mais on vous a dit que c'était interdit, en fait, vous le faites plus, quoi. Et suite à ça, je vous dis, on a recommencé en France. Emmanuel Macron a dit OK, et hop, ils sont repassés derrière. Ils ont dit non, mais on vous a dit non. Donc c'est des pénalités. Il aurait mieux fallu que ce soit fait il y a 2 ans que cette année. Bah oui, que cette année. Mais sachez que ce sont des assos qui sont derrière tout ça, c'est-à-dire qu'on se dit mais d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce qui fait que derrière la Commission européenne? Mais c'est parce que ce sont les associations, en l'occurrence c'est la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, on verra après, qui pousse et puis qui dit mais vous avez vu, ça a recommencé, qui prévient. Mais s'il n'y a pas des lanceurs d'alerte, il se passe rien en fait. Donc le rôle des associations est primordial, essentiel, et c'est important. C'est pour ça, moi je donne aux assos tout le temps de l'argent et des dons. On verra après comment, quand on n'a pas de sous, on peut faire ou quand on veut pas donner de sous, comment on peut faire pour aider ces associations-là. Elles sont essentielles à ce que les choses fonctionnent. Sans ces assos, bah, c'est garder silencieux et ça ressort jamais, quoi. Bon. Il y a le prix de l'animalisme qui a été créé en 2020, ça c'est plus anecdotique, mais voilà un prix qui récompense des initiatives favorables, que ce soit des livres, des interventions politiques, etc. Bah ça c'est chez nous, bah oui, parce que c'est en France. Donc le gouvernement interdit tous les élevages d'animaux sauvages pour leur fourrure d'ici 2023. Et le clou a été enfoncé avec ce qu'on va voir dans quelques secondes. Ça s'accélère ces temps-ci, hein. On sent qu'il y a vraiment quelque chose. Hein. Là, on sent qu'il y a un frémissement. C'est pour ça que la candidate au parti animaliste qui se présente là aux élections présidentielles là, est issue de ce frémissement-là, en fait. C'est-à-dire qu'il y a encore que 5 ans, on n'aurait jamais imaginé ça. Sauf que là, il y a vraiment un terreau fertile chez les gens, chez les Français. Il y a une envie de... Après, il faut les moyens, il faut des sous, et là, c'est pas top. Mais il y a du bruit, ça remue en dessous, et c'est en train de monter, quoi. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc elle, c'est l'avocate de L214. Donc elle est avocate et elle est déjà très très investie. C'est elle qui a créé le parti animaliste, et elle est maintenant candidate. Donc les marques Saint-Laurent, les marques Brioni se sont engagées à arrêter la fourrure. Donc ça c'est pareil. Hein. Tout ça c'est souvent une question d'image, c'est rarement une question d'éthique personnelle. Stella McCartney, la fille de Paul McCartney,
Pardon? La styliste. Elle a été élevée par des parents végétariens, etc. D'ailleurs, il y a des articles dans la revue de presse que je vous invite à consulter là-bas. Et elle, par éthique, elle a fait que des produits qui sont sans cuir, sans fourrure, sans etc. Dans un certain nombre d'autres marques, je m'engagerai moins sur l'éthique. Je pense que c'est surtout parce qu'ils disent « Ok, le courant en ce moment, ça frémit, les gens en ont un peu marre de cette maltraitance, on va faire ce qu'il faut pour se mettre au carré. » J'ajoute juste que ces marques-là se mettent au carré sur la fourrure, mais que dans l'utilisation des peaux exotiques, c'est-à-dire les crocodiles notamment, la personne se met au carré et tout ça, c'est encore très très secret. Donc je pense que ça va bientôt monter et ça va dégager aussi bientôt. Pareil, il faut les voir les vidéos, hein, comment on leur enlève leur peau aux crocodiles alors qu'ils ne sont pas morts. Hein. Ils sont vivants, hein, on leur arrache leur peau. Hein. Donc attention aux beaux sacs à main, peau de croco et tout, ou les chaussures ou quoi. Hein. Derrière, il faut voir la vérité qui se cache derrière un beau sac à main, quoi. Et enfin, ça y est, alléluia, à force de se battre, on a obtenu des choses. On a obtenu que les chiots et les chatons ne seraient plus en animalerie dès 2024, donc ça sera chez les éleveurs, bon, et chez les associations. Le Bon Coin. Alors le Bon Coin, si vous saviez le nombre d'animaux qu'on trouve, nous les enquêteurs, les naissances, hein, on fait porter sur portée, puis ensuite on les vend hyper cher, notamment des malinois. Hein, on peut quand même en tirer jusqu'à 1300 € un malinois. Donc pareil, hein, les femelles qui sont juste bonnes à se reproduire, qui vivent dans des conditions déplorables, mais on se fait 500 à 1000 € avec des malinois, donc on va pas se priver. Donc ça c'est aussi permis par le Bon Coin. Donc si le Bon Coin encadre vachement ça, ça va nous limiter aussi ce genre d'agissement. Ils trouveront peut-être un autre moyen, mais ce sera limité. Ce que tu disais tout à l'heure. À quoi il va ressembler ce certificat? Est-ce qu'il va être bien rempli? Est-ce que ça va pas être un peu du pipeau? Je ne sais pas, mais enfin au moins ça a le mérite d'exister. C'est déjà ça de gagner, on progresse, quoi, ça avance. Bon, ça je suis un petit peu dubitatif parce que c'est bien qu'il y ait des sanctions, mais encore faut-il qu'elles soient appliquées. Bon, les animaux sauvages, donc ça voilà, là c'est clairement pour les cirques, c'est les cirques qui sont ciblés parce que si on peut plus les acquérir ni les faire se reproduire, bah, du coup quand ils mourront, ce sera fini. Donc voilà. Alors parfois on me rétorque, bah oui mais du coup les cirques, faut bien qu'ils vivent, comment ils vont faire? Mais il y a plein de cirques qui existent et qui n'utilisent pas les animaux, donc il y a le cirque du soleil, et il y en a d'autres. Ouais, c'est ça, il y en a d'autres, je crois que c'est je sais plus le nom de ce gars-là, mais il est très aussi médiatisé. Non, c'est un autre, c'est au Bouglione, ouais. Relatif à l'interdiction de vente des chiots et des chats en animalerie, est-ce que le décret d'application est sorti? Parce que la loi elle est sortie, mais le décret d'application, je ne suis pas certain. Ouais. Je sais pas, en tout cas ça fait beaucoup d'allers-retours entre le Sénat et le Parlement. Ça a aidé, le Sénat a dit non, on enlève tout ça, et heureusement le Parlement ils se sont mis d'accord. Parce que, bon, je connais très bien ce secteur-là parce que c'est mon métier. Ouais. On est géré par une organisation qui s'appelle Promo Jardin, qui gère justement la vente de chiots et de chatons en animalerie. La loi a été combattue par cet organisme. Ils ont perdu, entre guillemets, au niveau de l'Assemblée nationale et puis du Sénat. Le décret maintenant, ouais. Le problème, c'est qu'ils sont en train de lutter contre l'application du décret. Je peux pas dire. De ce que j'ai lu, parce que je me serais pas permise de le mettre si c'était encore en ballottage. Donc si je l'ai mis, c'est que j'ai lu que c'était ok, que c'était bon maintenant. Mais Si c'est 2024, le décret, ce sera 2023. Non, ouais, voilà. Ils vont attendre pour voir comment ça bouge. On verra bien qui sera, je crois, à ce moment-là. Et entre deux, il y a une élection entre deux. Bah ouais. Ah pour arranger tout le monde, c'est-à-dire que pareil, ils ménagent la chèvre et le chou, là, ils se disent bon, il faut que vous ayez le temps de vous retourner, comment vous allez vivre sans... Parce que les circassiens, ils sont très revendicatifs aussi, il faut les voir, quand on va en manif contre les circassiens, il vaut mieux avoir quelques mecs un peu balèzes à côté, parce qu'eux, ils vous rentrent dans l'art, et puis au sens propre du terme, donc il faut voir qu'ils sont très... c'est des lobbies, hein. Donc pour les arranger, on leur dit bon bah ok, on arrête, mais bon, on vous laisse du temps pour vous retourner. Bon après, il faut aussi effectivement qu'ils puissent trouver d'autres activités, mais... Les delphinariums, c'est pareil. Donc, d'ici 5 ans, il n'y aura plus de possibilité de Marineland à Antibes, etc. Hein. Et le vison, ça y est, interdit aussi. Voilà, donc 1891, hein, c'est pas une mode, comme on l'entend parfois. Alors là, je voulais juste faire un petit focus sur les définitions parce que parfois les gens confondent et puis je me dis bah on peut faire ça rapidement et ça peut vous permettre d'avoir des infos que vous n'avez peut-être pas. Donc quand on parle d'animalisme, c'est simplement un courant d'éthique qui s'appuie sur les avancées de l'éthologie et qui défend les droits des animaux. Bon, ça c'est assez facile à comprendre.
Le spécisme, c'est simplement une idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces, notamment la supériorité des humains sur les animaux. Donc l'antispécisme, c'est simplement dire, ok, on est tous des animaux, on a tous des capacités différentes, on a des forces différentes, des aptitudes différentes, et on arrête bon, voilà, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a des bouquins qui existent là-dessus, notamment un bouquin d'Émeric Caron, qui s'appelle Antispéciste, et qui est hyper bien documenté, et qui explique ça. Notamment, le spécisme, ça marche aussi donc entre les humains et les animaux, mais aussi entre les animaux entre eux. C'est-à-dire, le spécisme qu'on fait tous, hein, c'est « Ah bah j'adore mon chat et mon chien, bon, je mange les cochons et les vaches, et puis bon, alors là, les poissons, rien à faire, et puis les lombriques, n'en parlons pas. » Enfin, c'est un peu ça, quoi. Et donc, l'antispécisme dit « Bah non, on a besoin de chacun. Bon, voilà. Donc, à creuser si vous le souhaitez, mais c'est ça le spécisme, et donc l'antispécisme. Alors, l'abolitionnisme et le welfarisme, donc ça va ensemble. En fait, ce sont souvent des associations qui ont un mode de fonctionnement qui est un peu différent. Les associations abolitionnistes ou les courants abolitionnistes, ce sont les courants qui disent « Ok, en gros, on arrête l'exploitation, terminé, il faut qu'on trouve une solution, mais on arrête tout ce massacre, on arrête tout ça. » Bon. Il y a d'autres associations qui sont donc davantage welfaristes, notamment Welfarm, on en parlera après, qui se dit « Moi, je suis pas opposé à l'élevage, enfin, ok, on peut consommer des animaux, très bien. En revanche, leurs conditions de vie, de transport et d'abattage sont intolérables, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. » Voilà. Donc, en général, on trouve la plupart des gens ok avec ça. Moins là-dessus, mais là, ils ont pas mal d'adeptes, parce que du coup, tout le monde est d'accord pour dire « Ok, on continue à manger ce qu'on a envie de manger, en revanche, les pauvres, ils souffrent tellement, adoucissons leurs conditions de vie et de mort. » Voilà la différence. Welfare, hein, parce que ça veut dire bien-être en anglais. Alors le flexitarisme, je pense qu'il y en a pas mal ici. Enfin voilà, en tout cas, c'est des gens qui disent « Bon, moi, je consomme quand même encore, mais je ne suis pas végétarien. » Donc souvent, le consensus dit c'est 2 fois par mois à peu près, grosso modo. Mais bon, c'est difficile d'être très précis là-dessus. Flexitariste, c'est « Ok, j'ai vachement réduit, mais j'ai pas arrêté. » Végétarien, c'est pas de viande, pas de poisson. Alors je le précise parce que parfois ça arrive dans des restaurants ou dans des bars, on dit bah, je vous prends l'assiette végétarienne s'il vous plaît, puis on vous amène une assiette avec un beau saumon, saumon fumé et tout, et vous... Ouais voilà, ou le boboon avec les crevettes. Bon bah, en fait il se trompe, voilà, ça arrive, mais c'est souvent le cas quand même. Végétarien, c'est pas d'animaux, quoi, pas de viande, pas de poisson. Végétalien, c'est pas de viande, pas de poisson, mais également tout ce qui est issu de l'exploitation animale. Donc on a parlé tout à l'heure du lait, les œufs, etc. Toutes ces choses-là, où à chaque fois il y a de la souffrance aussi, hein, parce qu'on nous dit, bah ouais, mais pourquoi les œufs? Parce que j'ai beaucoup entendu ça, mais pourquoi les œufs? Parce que les poules, elles font des œufs de toute façon. Et oui, d'accord, mais sauf que pour avoir un système d'élevage, pour faire plein d'œufs et faire de l'argent avec les œufs, qui est-ce qui pond des œufs? Les poules, les femelles. Les mâles, ils servent à rien. Donc qu'est-ce qu'on en fait quand ils naissent? Ben, on les tue et on les broie vivants. Donc ça y est, grâce à la loi, ça y est. Mais en fait, cette conf-là, il y a 6 mois, elle n'avait pas la même résonance que là. Mais effectivement, c'était très très long. Et donc en fait, pour redire ce que je viens de dire là, le sexage, donc en fait, dès l'éclosion du bébé, on regardait son sexe femelle. Tu avais le droit d'avoir une vie enfermée dans une cage toute ta vie à faire des œufs enfermés, collés aux autres. Et puis si t'es un mâle, on te balance dans une broyeuse. Ça c'est pareil, faut le voir, faut le croire, parce qu'on se dit mais non, bah si, vivant. Bah ouais. Oui, pareil, on leur coupe le bec. Donc c'est tout ça, c'est pour ça que si vous avez chez vous des poules qui font des œufs, mais très bien, enfin, moi j'ai pas de problème. Vous allez trouver des gens plus investis, je dirais, dans la cause animale. J'aime pas le mot extrémiste parce qu'il faut voir de quel côté se positionne l'extrémisme. Pour moi, c'est pas de ce côté-là, parce que bon, mais ils vont dire ah non parce que c'est de l'exploitation quand même. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que si on a des poules chez nous et qui font bon, on peut les manger. Il y a pas voilà. En revanche, dans ce genre de cas-là, c'est-à-dire les systèmes d'élevage où on achète nos œufs et tout, faut savoir que tous les mâles ont été broyés vivants, purement et simplement. Et c'est l'inverse pour le foie gras. Là, c'est les mâles. Donc les femelles servent à rien. Donc là c'est pareil, à la naissance, tu vas voir, toi, femelle, non, allez, broyer vivant, ou étouffés dans des sacs. Pareil, toutes les vidéos sont en ligne, je raconte pas de bêtises, vous trouvez tout en ligne. Donc elles sont dans des sacs, vous voyez les sacs qui se trémoussent comme ça, parce que dedans il y a des bêtes qui sont en train de crever, quoi, d'étouffement. Je peux rebondir sur le flexitarisme. Pour donner des chiffres, le GIEC, qui est bien connu, un organisme qui traite toutes les questions liées aux animaux et à l'agriculture, cette question d'équilibre dont on parlait, le GIEC estimait qu'en tant qu'être humain, on n'a pas besoin de plus de 33 kg de viande et de lait par an, par personne. C'est suffisant. Oui, non, mais ils estiment que 33 kg, vu qu'on parle de flexitarisme, limiter sa consommation, ils estiment qu'on peut être à l'équilibre et avoir ce qu'il faut en quantité avec 33 kg. Il faut savoir que cet objectif, c'est le chiffre qu'on avait en 1900. Aujourd'hui,
En France, on est à 260 kg par personne, par an, de lait et de viande. Donc l'objectif, c'est de passer de 260 à 33. Peut-être juste milieu, il faut y aller progressivement, mais voilà, c'est des chiffres, il faut avoir des chiffres. Ouais, d'ailleurs, je pourrais le rajouter ça. Alors, vegan, qu'est-ce que c'est? Vegan, c'est très très proche de végétalien. Il y a une petite différence, c'est que c'est pas seulement dans l'alimentation. Point. Vegan, c'est que c'est aussi dans, bah tiens, je porte plus de fourrure, tiens, je fais gaffe, ces godasses ont été faites avec du cuir qui vient de je ne sais quel pays, ou pareil, il y a des vidéos sur la façon dont les animaux pour le cuir sont élevés, parce qu'il faut pas croire. Certains nous disent, bah oui, mais enfin, le cuir des vaches, c'est l'industrie de l'élevage de viande, et puis quand ils se débarrassent des carcasses, boum, ils les filent à l'industrie du cuir, et hop, ils font avec des chaussures. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Dans certains cas, ils récupèrent, mais dans plein d'autres cas, la chaîne fait que c'est trop compliqué, ou même, ça marche pas toujours comme ça. Il y a des élevages spécifiques pour le cuir. Donc, il faut voir comment ils sont abattus. Enfin, tout ça, c'est terrible. Les cosmétiques testés sur animaux, on ne va plus dans les cirques, on ne va plus dans les delphinariums, etc. Alors, la dissonance cognitive, on va faire une petite pause vidéo qui va un peu faire une rupture de rythme, c'est bien. La dissonance cognitive, c'est un état d'inconfort psychologique qui survient lorsqu'il y a deux éléments de connaissance entrent en contradiction chez un individu. Souvent, lorsqu'une information extérieure vient heurter ou démentir une connaissance intérieure. Et là, ça fait bugger. Et donc, il y a deux façons de réagir à ça. Et donc, on va voir comment on peut agir. Alors, je vais essayer de vous lancer la vidéo. Il faut que je mette là-dessus, ça. Alors, j'espère que ça va bien marcher. Parce que... Voilà, t'es sûr que ça va se lancer? C'est meilleur pour les animaux qu'en technologie. On n'entend rien. Ouais, et puis en plus, on n'est pas en duple. Je me pousse. Je me doutais qu'il y avait pas mon sang. Vous ne l'aviez sans doute jamais vu comme ça, mais vous avez des cognitions. Une cognition, pour faire simple, c'est une idée ou une croyance. Par exemple, j'ai envie de manger du raisin, ou je pense que la Terre tourne autour du Soleil. La plupart du temps, avoir différentes cognitions n'est pas un problème. On peut par exemple très bien aimer le raisin et penser que la Terre tourne autour du Soleil. Ce n'est pas incompatible. En revanche, c'est plus difficile si j'ai envie de manger du raisin, mais que je pense que ce raisin est inaccessible. À ce moment-là, il y a incompatibilité et ça crée une dissonance cognitive. Quand on mange de la viande, on est sujet à un très bon exemple de dissonance cognitive, le paradoxe de la viande. En effet, manger de la viande engendre une incompatibilité entre deux croyances. La première, je n'aime pas faire souffrir les animaux. Et la seconde, j'aime la viande. On peut aussi dire que manger de la viande engendre une incompatibilité entre une cognition, je n'aime pas faire souffrir les animaux, et un comportement, par exemple, je commande un cheeseburger dans un restaurant. Le problème, c'est qu'on n'aime pas trop ça, les dissonances cognitives. Alors on a plutôt tendance à chercher à les atténuer, à rétablir une forme de cohérence. Dans notre exemple, il y a trois façons de faire ça. La première est très simple, c'est d'ajuster son comportement pour qu'il devienne cohérent avec la cognition. On pourrait, par exemple, manger un veggie burger à la place du cheeseburger. Mais si cette solution paraît simple en théorie, dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. Comme nous sommes en général réfractaires au changement, nous pouvons opter pour une autre stratégie. On peut notamment essayer de revenir sur notre conviction selon laquelle il ne faut pas faire souffrir les animaux. Un bon moyen de faire ça, c'est de se convaincre que les animaux ne souffrent pas, voire même qu'ils sont heureux de donner leur chair pour nous nourrir. Mais dans la plupart des cas, nous allons plutôt opter pour la troisième option. Celle-ci consiste à ajouter des cognitions supplémentaires qui vont rendre notre action moins grave. Par exemple, en se disant que tout le monde mange de la viande, qu'on prendrait un risque pour notre santé en devenant végétarien, ou encore que les animaux mangent bien d'autres animaux. En d'autres termes, qu'il est normal, naturel et nécessaire de consommer des produits d'origine animale. Et cette troisième option, vous la connaissez bien. Vous vous rappelez cette petite veste un peu trop chère que vous avez achetée alors que vous n'en aviez pas vraiment besoin? En rentrant chez vous, vous vous êtes sûrement rassuré en vous disant qu'elle était en promotion, que vous n'avez rien pour aller avec les chaussures achetées la semaine précédente, ou que de toute façon, il fallait bien acheter quelque chose pour la soirée de carême. Eh bien, c'est la même chose. Sans le savoir, vous étiez en pleine dissonance cognitive.
Comme on vient de le voir, un tas de situations peuvent créer une dissonance cognitive. Mais le paradoxe de la viande est un bon exemple, n'est-ce pas? Cette vidéo est très largement inspirée du livre de Martin Gibert, Voir son steak comme un animal mort. Si la thématique vous a plu, n'hésitez pas à aller lire le livre. Un grand merci à Martin pour ses conseils précieux, à Nicolas Enfant pour la musique et à l'Association végétarienne de France pour la caméra. Et enfin, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous. L'instant on est seul, intervention sur Vienne. Pour compléter ce que je disais tout à l'heure sur la viande, sur les quantités de viande, ce que dit aussi le rapport, et ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que les plus gros consommateurs de viande aujourd'hui, en France, c'est les jeunes. C'est les hamburgers, c'est les kebabs. Et alors qu'on se dit, voilà, il y a une génération, on compte sur la génération d'après pour montrer l'exemple. Et voilà, on a une belle jeunesse, on voit qu'il y a une belle jeunesse. Mais c'est eux les plus gros consommateurs. En même temps, c'est chez les jeunes qu'il y a le plus de végétariens et de véganes. Il faut l'expliquer pourquoi. C'est parce qu'en 1930, McDo avait un steak de 100 grammes, et maintenant il y a le 280. Oui. Donc on mange 3 fois trop de viande, on a mangé C'est de la mauvaise. Marguerite Yourcenar qui est très cause animale. Il y aura 2 citations de Marguerite Yourcenar dans cette présentation. Bon, j'ai pas mis de date, mais ça date pas d'hier non plus, hein, donc voilà. Je vois qu'il y a un bug, il faut que je note et que je modifie ça. Là, comme ça, je ne saurais pas te dire. Il y a des coquilles encore, il progresse à chaque fois mon PowerPoint, mais ouais.